Les cantines scolaires seront bel et bien ouvertes dès le 20 septembre prochain dans la Donga, assurance donnée par le directeur départemental des enseignements maternels et primaires de la Donga. Bonne nouvelle pour près de 300 écoles dans ce département. Dans le zoo, 180 salles de classe en construction sont abandonnées. Nous irons faire le constat pour comprendre la maldonne. C'est avec Fifamin Salomé Atadeji sur les traces du préfet du zoo. Un nouveau record cotonnier s'annonce au royaume de l'or blanc. À Banikwara, l'État et la bonne tenue des champs de coton promettent de belles moissons au bout des fleurs. Dans ce journal, la parole des experts. Bonsoir et bienvenue à ce journal que je démarre avec une bonne nouvelle. Les cantines scolaires seront bel et bien ouvertes dès le 20 septembre prochain dans la Donga. Assurance donnée par le directeur départemental des enseignements maternels et primaires de la Donga. Ibrahima Adamou a indiqué qu'environ 298 écoles vont ouvrir avec des marmites fumantes de victuailles pour les écolières et écoliers. Ronald Robinson et Michel Legbé sont allés à sa rencontre. Depuis le 16 août 2021, l'approvisionnement des 298 écoles concernées pour le moment par le programme cantine scolaire a démarré dans la Donga et se poursuit. Les cantines scolaires contribuent donc à la rétention des apprenants et c'est ce que le gouvernement a compris et s'investit beaucoup dans ces cantines-là. D'un budget de 2 millions, on est passé à près de 7 milliards. Nous sommes actuellement à 51% de couverture. Nous sommes sûrs que toutes les écoles seront pourvues avant la rentrée. L'approvisionnement en vivres est bel et bien effectif à l'école primaire publique Serrou de Djougou, par exemple. La responsable de l'établissement se réjouit de cet accompagnement du gouvernement. Nous avons reçu du riz, 117 sacs de 30 kg, 38 sacs de maïs de 50 kg. Nous avons reçu également 5 sacs de sel de 25 kg, 6 sacs de haricots blancs et 16 sacs de pois jaunes. Compte tenu de l'effectif que nous avons envoyé l'année passée, cette quantité peut suffire pour les 3 mois. Si nous voyons l'évolution de l'effectif, nous voyons que la cantine aide beaucoup la population. De 160 et quelques, depuis 5 ans, nous sommes arrivés à 600. L'objectif du gouvernement, c'est de pouvoir toutes les écoles de cantine, 100%. Mais pour le moment, on envisage les zones rurales. Et c'est pour cela que le représentant résident m'a dépêché une enquête sur le terrain. Il est venu constater les conditions de faisabilité et les difficultés que nous rencontrons. Tout en déployant assurément le programme cantine scolaire sur l'ensemble du territoire, le gouvernement et ses partenaires envisagent à la longue prendre en compte toutes les charges liées à la restauration des enfants. Et pendant que les cantines de la Donga font saliver les enfants, on fait plutôt grise mine dans le zoo. Inquiétude pour les élèves qui iront au cours dans les 180 salles de classe inachevées. Des salles de classe en construction depuis plus de 2 ans dans 8 communes du zoo. Mais jusque-là, pas de livraison. Et la rentrée, c'est déjà lundi prochain. Le préfet est descendu sur les chantiers pour évaluer la situation sur ses traces. Fifamin Salomé Atadeji, Olviga Vincent. Des chantiers abandonnés dans 25 lycées et collèges du zoo. Les diverses intempéries décident désormais du sort de ces salles de classe en construction. En réalité, le projet est un projet financé par l'AFD, l'Agence française de développement, mais pour construire dans le département du zoo 180 salles de classe. Et ces 180 salles de classe seront occupées par 4500 tables bancs, de quoi occuper 9000 élèves de notre département. À l'annonce de ce projet, nous sommes frottés les mains. Voilà l'état dans lequel se trouve ce projet. Et ça fait 2 ans, plus de 2 ans qu'on a lancé ces ouvrages qui n'ont pas du tout évolué. Nous allons démarrer la rentrée des classes maintenant avec les problèmes d'insuffisance de salles de classe. C'est regrettable que nous soyons encore là. Donc c'est pourquoi je suis venu constater moi-même pour rendre compte à qui de droit. Ces infrastructures scolaires sont supposées être livrées depuis 2020. Mais jusque-là, rien ne bouge. Il s'est fait qu'à un moment donné, une commission est arrivée. Et quand la commission était là, c'est en ce moment-là que nous autres, on s'est rendu compte qu'en réalité, ce n'était pas un problème de moyens.
parce qu'ils n'ont plus évoqué ces problèmes-là. Et ils ont promis devant cette commission-là que le 15 février 2021, ils devaient tout faire pour finir. Quand la commission était repartie, ils ont fait une semaine de travail, ils ont encore abandonné le chantier. Bon, et maintenant, qu'est-ce que vous me dites? Bon, là, je suis sûr que vous aurez le résultat. Vous aurez le résultat? Oui. C'est sûr? Oui. Des promesses qui ne rassurent pas l'autorité départementale. Situer les responsabilités afin que le tir soit rectifié, telle est sa préoccupation. Mais en attendant, certains apprenants n'ont pas d'autre choix que de se retrouver sous ces paillotes construites en paille à la reprise des classes, prévues pour le 20 septembre prochain. Retard de chantier dans le zoo, anticipation par contrat Cotonou, 3 milliards pour aider à la réinstallation. Mesures prises par le gouvernement en faveur des populations touchées par les opérations de libération d'espaces publics, notamment des espaces destinés à d'ambitieux projets de développement comme ceux touristiques de la route des pêches. Écoutons à ce sujet le porte-parole du gouvernement. En plus des divers projets réalisés ou en cours, il y a lieu d'intégrer l'aménagement de la section de la plage comprise entre l'aéroport de Kadiaou et la localité d'Adunko. À ce périmètre s'ajoute celui situé au nord de la route des pêches dont les études ont déjà démarré. Par ailleurs, le projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi comprend plusieurs composantes au nombre desquelles la requalification urbaine du périmètre du quartier Plakodji. La mise en œuvre de ces différents projets nécessite le déplacement des villages de pêcheurs situés au sud de la route des pêches, de même que des occupants des sites retenus au quartier Plakodji. À cet effet, et au regard des implications sociales que ces opérations entraînent, le Conseil a décidé d'apporter un soutien aux populations concernées à travers le relogement sur d'autres sites des 853 unités d'habitation constituant l'ensemble des villages de pêcheurs à déplacer. Aussi, un appui financier sous forme de prime de compensation est-il alloué aux personnes affectées par ces travaux en vue de faciliter leur réinstallation sur les nouveaux sites. Ces mesures d'accompagnement induisent le décaissement d'une somme de 3 milliards 461 803 000 francs CFA que le ministre de l'Économie et des Finances mettra à disposition. C'est donc acté un peu plus de 3 milliards de francs CFA pour aider à reloger les familles déplacées du côté de la route des pêches et de Plakodji. Comment apprécie-t-on cette mesure dans les rangs des déplacés? Réponse dans le sujet de Maxi Agla et de Rodrigue Blondomain. 3 milliards 461 803 000 francs CFA débloqués par l'État béninois pour reloger et accompagner les ménages installés au sud de la route des pêches et à Plakodji. Au moins 853 unités d'habitation bénéficient ainsi de cette mesure sociale fortement appréciée des habitants du quartier Plakodji. Tout d'abord, je remercie ce gouvernement-là, le gouvernement de M. Patrice Talon, de nous avoir pris en compte socialement. On est prêt. On se prépare très bien à partir d'après ce que le gouvernement a dit. Je tiens sincèrement à lui dire merci. Merci pour ce qu'il est en train de faire d'abord pour tout le Bénin et en particulier pour ce relogement qu'il a pris à bras le corps pour pouvoir faire la population Klaïouéla qui sont depuis ici, ça fait près de 200 ans. Je lui dis sincèrement merci. Sur la route des pêches, plus précisément à Filleyon 2, la démarche sociale du gouvernement apaise également. C'est vraiment une bonne chose dans la mesure où déjà la population concernée puisse prendre quelque chose et bénéficier, même si ce n'est pas grand-chose, et bénéficier des espaces pour pouvoir continuer leur activité, ce qui est la pêche. Parce que nous vivons de ça. Des gens qui sommes ici, nous vivons tous de ça, c'est la pêche. J'apprécie les mesures d'accompagnement du gouvernement, puisqu'on aura des parcelles et de l'argent pour construire de nouvelles maisons. Les habitants de Plakodji et les pêcheurs installés au sud de la route des pêches se disent conscients de l'importance des projets d'aménagement en cours.
Ces grands projets qui transformeront le visage des villes béninoises et vont accroître l'offre touristique du Bénin. Cependant, ils formulent quelques doléances par rapport à leur relogement. Si le gouvernement peut faire un effort, arriver là, et de l'eau, la lumière, la voie, l'école, nous avons des collégiens. Si tout ça là sera à notre niveau, donc c'est à applaudir ce gouvernement. Si on peut déjà bénéficier un peu de tout ça, des écoles, l'électricité, l'eau, tout ça là, avant le passage, vous voyez que on ne pourra plus crier. Ce que je déplore, tout le monde n'a pas été pris en compte. Par exemple, mon mari et moi, notre nom ne figure pas sur la liste des personnes recensées. Au premier abord, je remercie le gouvernement pour le souci qu'il a pour les pêcheurs. Réellement, il y a de cela quelques semaines, disons pratiquement un mois et demi, ils ont recensé les pêcheurs qui sont sur la côte de Fienyo-Kouta. L'appui du gouvernement du président Patrice Talon ne se limitera pas seulement à ces projets d'aménagement. Ces mesures d'accompagnement entrent dans le cadre de la solidarité nationale et la préservation de la paix sociale. On change de sujet, on va parler à présent d'une nouvelle stratégie nationale de protection, de sécurité et de sûreté maritime. Une réunion s'y attelle à Boïcon, des assises qui vont s'aligner sur la stratégie de la préfecture maritime du Bénin, une stratégie élaborée depuis près d'une décennie. Enfin, dirait-on, dans le sujet de Fifame Salomé Ataredji et Olviga Messon. En 2013, le Bénin élabore sa stratégie nationale de protection, de sécurité et de sûreté maritime. Dans la mise en œuvre donc, de cette stratégie, il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu des faiblesses, il y a eu certaines difficultés. Et donc ces difficultés-là, il faut pouvoir les corriger. Il s'avère donc nécessaire d'actualiser ce document qui encadre la gouvernance maritime. Et c'est ce processus qui a commencé depuis quelques semaines. Donc cet atelier se tient dans le cadre de l'évaluation du rapport de mise en œuvre de cette stratégie-là. Ce que ce document va apporter, c'est déjà la prise en compte des secteurs qui n'avaient pas été pris en compte dans l'ancien document, notamment l'environnement et surtout nos valeurs traditionnelles. Ce projet bénéficie de l'accompagnement de l'agence belge de développement Enabel. On est présent sur plusieurs facettes et je dirais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros d'accompagnement au global, à la fois sur des prestations intellectuelles, mais pas seulement, aussi sur des bâtiments, des équipements, les radars, les radios, etc. Les attentes par rapport à ce processus, c'est que la prochaine stratégie soit plus clair, peut-être mieux structuré, et surtout il y a l'aspect que les autorités politiques puissent entendre l'importance d'accompagner par les moyens adéquats cette stratégie. Ce nouveau document en cours d'élaboration va permettre à la préfecture maritime de s'ajuster par rapport aux réalités actuelles. Après la stratégie des moyens donc. La 9e conférence administrative départementale du Mono s'est tenue hier à la salle de réunion de la préfecture de Lokossa. À l'agenda, 3 points du développement local discutés entre le préfet et les directeurs des services déconcentrés de l'État. Colombe Amadji et Calvador Arwanou nous font la synthèse des travaux. La validation du projet d'assistance conseil du département du Mono est le premier point débattu lors de cette 9e rencontre annuelle de la conférence administrative départementale. Nous avons passé en revue les propositions d'activité convergées au niveau de la préfecture par les différents services déconcentrés de l'État. Au terme donc de cette présentation, les observations ont été faites et prises en compte et nous avons fini par valider le projet qui sera transmis au niveau supérieur en attendant le vote du budget général de l'État pour avoir le dernier visage de ce programme d'assistance conseil. Par 7 ans de pluie et du débordement du fleuve Mono, ce département traverse des moments difficiles. Les communes les plus touchées restent les communes d'Atiémé et de Grand Popo, dans une moindre mesure Lokossa et Huyogwe. Nous avons remarqué effectivement que depuis quelques temps, le niveau d'eau baisse, mais avec
Les dernières informations qui promettent encore des lâchers d'eau du côté du barrage de Nangbetor, nous restons vraiment prudents. Il faut souligner sur ce point que la situation est vraiment critique en termes de besoin d'assistance dans ces différentes communes frappées par les inondations. Et il y a urgence à ce que les différents acteurs se déploient afin d'aller au chevet de ces populations. Les préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022 au niveau des enseignements maternels, primaires et secondaires, ainsi que les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus sont les autres axes qui ont meublé cette réunion. Je l'annonçais en titre, un nouveau record cotonnier s'annonce au royaume de l'or blanc. À Banicoara, l'État et la bonne tenue des champs de coton promettent de belles moissons au bout des fleurs. C'est ce dont nous assurent des experts en tournée nationale de suivi des champs de coton. Alexis Assogba et Aziz Alagbe nous édifient ici dans leur reportage. Plus de 130 000 hectares de coton pour la seule commune de Banicoara. La cité de l'or blanc annonce une production record d'au moins 2,5 tonnes à l'hectare, malgré un début de campagne tumultueux dû au retard des pluies. C'est une prévision de 134 000 hectares. La commune a pu embraver 130 000 hectares, sinon plus. Au niveau des intrants, la commune de Banicoara a été bien servie. La commune a vraiment consommé de l'engrais. C'est de là qu'on a su que vraiment la campagne sera bonne. Nous nous attendons à de bons rendements. La commune va battre son propre record de 188 000 tonnes à 200 000 tonnes certainement. Merci. Un satisfecit est décerné par les experts du coton quant aux résultats escomptés. La Fédération nationale des producteurs de coton s'en réjouit. Nous produisons le coton pour nous enrichir. Bientôt c'est la rentrée. Ce producteur a bien la liberté de se mettre en face à la CERCAM pour faire un prêt. Mais si c'est 1 million, il sera accordé. Je vous dis que notre objectif, c'est de maintenir le cap. On a été 3 fois premier dans la sous-région. Une ambition de 850 000 tonnes de coton, une réalisation de 625 000 hectares emblavés. Pour nous, on trouve à la fédération que nous allons trouver maintenant ce cap-là. Les cadres techniques, avant de quitter Banicoara, ont insisté sur la nécessité des derniers traitements des champs. Le taux de rendement et la qualité du coton en dépendent. Et cette annonce de record se profilait déjà aux toutes premières étapes de la tournée nationale de suivi et d'appui conseil aux acteurs du coton. La bonne nouvelle s'annonçait déjà donc dans les champs de la Liborie. On retrouve Alexis Assogba et Aziz Alagbe. Ce sont en réalité des visites dans les exploitations. Dans les champs de coton de la Liborie, les visiteurs apprécient, questionnent et conseillent les producteurs aux besoins. Vous voyez qu'il a déjà détruit tous les organes reproducteurs. Donc, rapidement, dès demain, vous devez faire un traitement choc parce que ça se trouve dans votre champ. Sinon, il va détruire tout ce qui est là. À Malanville, Kandi, Gorgounou et Segbana, malgré les poches de sécheresse en début de campagne, les cotonculteurs n'ont pas lâché prise. Beaucoup ont pu faire quelque chose. Au lieu des 20 000 que nous avons prévus, on a pu atteindre 14 000 hectares de superficie emblavée. Et les intrants tels que nous avons dit, on les a reçus. On les a aussi mis en place tels que ça se doit. Des 14 000 hectares, nous espérons faire 14 000 tonnes. Gorgounou, commune semencière, promet mieux. Sur une prévision de 41 000 hectares, 34 600 ont été réalisés. La pluie n'était pas au rendez-vous, mais avec ces 34 000 hectares, on est sûr d'avoir au moins 1 tonne 200 à l'hectare. Étant la plus grosse commune semencière du Bénin, j'assure que les atteintes des producteurs en ce qui concerne les semences seront atteintes. L'étape actuelle de la production est très sensible selon les experts. Tout le monde voit la végétation de ce cotonnier. Sans le traitement, on ne peut rien gagner dedans. C'est-à-dire que même si on met 10 sacs à l'hectare et qu'on ne suit pas bien le traitement, nous obtiendrons qu'un résultat négatif. Alors ce n'est pas l'objectif de la FNCBPC. Ça fait 3 années successives que le Bénin a dans les bras le premier rang des producteurs de coton dans la sous-région. C'est un match amical avec le Grand Mali, le Grand Burkina.
La mise en place à temps des intrants de qualité et en quantité par l'AIC est aussi saluée par les producteurs. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas, Enabel, l'agence belge de développement, vient de concrétiser une fois encore son accompagnement au profit des producteurs et des exportateurs avec une importante subvention aux investissements. Témoin de ce geste, Marcel Arrossi, Monique Torrent. 75 mototricycles de type monocylindre 4 temps et 2000 films de paille en rouleau faits de matière plastique polyéthylène 100% biodégradable. Enabel, l'agence belge de développement, veut améliorer et sécuriser les revenus agricoles des acteurs des chaînes de valeur de la filière ananas, notamment dans les pôles de développement agricole du Sud Bénin. La présente subvention répond à la volonté d'Enabel d'accompagner le gouvernement du Bénin à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les agences territoriales de développement agricole, en collaboration avec l'Association interprofessionnelle de la filière ananas AIAB, à relever les défis liés au développement de la filière ananas au Bénin. Ces équipements et matériels sont directement destinés aux producteurs. Là où nous allons produire nos fruits, là, c'est des pistes. Ces pistes, souvent, on a du mal à envoyer les camionnettes. Mais avec tricycle, c'est vraiment très praticable. Et facilement, on envoie les rejets d'un champ à un autre. Et même pour la cueillette aussi. En tout cas, ça nous sert à beaucoup de choses, honnêtement. Vous voyez, aujourd'hui, le problème que nous avons dans cette filière, c'est le problème de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre n'existe plus. Tous ceux qui étaient nos ouvriers hier sont devenus producteurs aujourd'hui. Donc, la main-d'œuvre n'existe plus. Mais avec ce EFI polyéthylène, ça va accroître encore à plus de 30%. L'objectif est d'augmenter de façon significative les revenus de 6 000 entrepreneurs agricoles. Nous, agence territoriale de développement agricole du pôle 7, sommes très heureux de cette initiative du programme DEFIA, qui est pour nous un grand programme de par donc sa contribution au développement de la filière ananas. 245 unités de transformation de l'ananas sont aujourd'hui recensées au Bénin, dont une seule industrielle, 3 semi-industrielles et 241 artisanales, concentrées dans les communes d'Abomey-Calavi et d'Alada. Plus de la moitié détenues par des femmes. Aujourd'hui, 16 septembre, la communauté internationale commémore la 34e édition de la préservation de la couche d'ozone, une édition marquée par la volonté de réduire les pertes alimentaires et mieux conserver les vaccins. Le point de la journée avec William Tchoki et Benjamin Denayon. Elle se referme tout doucement, cette ouverture béante sur la couche d'ozone. Une ouverture constatée dans les années 70-80. Une reconstitution due à la prise de conscience diligente de la communauté internationale à travers la mise en œuvre de la Convention de Vienne et son protocole de Montréal. Les pays se sont engagés à éliminer progressivement les hydrofluorocarbones, de puissants gaz à effet de serre utilisés comme réfrigérants. 34 années durant, les flûtes frigorigènes dangereuses à la couche d'ozone sont éliminées en grande partie. Aujourd'hui, on mise sur de nouvelles technologies. On renforce la chaîne de froid pour réduire les pertes alimentaires. Protocole de Montréal pour que nous, nos aliments et nos vaccins restions au frais. Ce thème est l'expression claire de l'importance de cet accord ratifié par le Bénin en juillet 1993 et qui motive l'instauration d'une chaîne de froid pour la conservation de nos vaccins, de nos produits alimentaires et pour notre propre confort. Tirer autrement profit du protocole de Montréal, c'est cela le nouveau champ de bataille des chercheurs et décideurs. Conserver les produits agricoles et nos vaccins au frais, la crise sanitaire oblige. Il est clair qu'il est désormais plus que jamais impératif pour les pays de rebâtir en mieux et de s'assurer que la récupération après la pandémie voit fleurir des sociétés plus solides, plus vertes et plus durables.
Le développement d'une chaîne de froid durable induit aussi des options vite prises en compte par le gouvernement. La mise à disposition des équipements de froid, de climatisation à faible pouvoir de réchauffement du climat, des identificateurs de fluides frigorigènes au contrôle de commerce. Cette 34e édition de la Journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone n'a pas dérogé à ce principe du ministère du cadre de vie. Et ça, c'est pour les grandes orientations internationales. 34 ans déjà que se mène le combat pour la protection de la couche d'ozone. Mais quelle réalité recouvre réellement, concrètement, la couche d'ozone et que faisons-nous au Bénin pour éliminer les fluides frigorigènes? William Tchoki nous fait ici la pédagogie. La croûte terrestre, ici en image, protégée par une enveloppe bleuâtre. Les scientifiques l'appellent la couche d'ozone. Elle est située dans la stratosphère à plus de 50 km de la planète Terre. Une enveloppe qui sert de filtre au rayonnement ultraviolet du Soleil. Dans les années 70, ce bouclier naturel est mis à rude épreuve à travers l'émission d'importantes quantités de gaz nocifs, les chlorofluorocarbones émanant des appareils frigorifiques, les agents gonflants pour la fabrication des mousses et aussi les gaz propulseurs dans les aérosols. Ces produits chimiques fluorocarbonés détériorent l'enveloppe. Il y a 3 impacts liés à l'utilisation des réfrigérants de qualité douteuse. Le premier impact, c'est que si c'est du gaz mauvais, le frigoriste, il met. Mais toi, qui es propriétaire de ton équipement, une heure après, tu ne sens pas le confort, tu ne sens plus le froid. Tu fais appel à ton frigoriste, il vient dire, ah, c'est le gaz qui n'est pas bon, c'est le gaz qui s'est échappé encore. Vous déboussez encore une deuxième fois, c'est le premier impact économique. Le deuxième impact, c'est sécuritaire. Chaque gaz a des dispositions à prendre pour manipuler ça. C'est pour ça qu'on leur donne des formations. Si jamais il est en train d'utiliser un gaz qui n'est pas hydrocarbure, mais qui contient 1% d'hydrocarbure, et il n'avait pas pris des dispositions requises pour la manipulation, et qui avait une source d'énergie, là, il peut se faire brûler. Troisième impact, c'est environnemental. Nous érodons davantage la couche d'ozone, nous réchauffons davantage le climat. 34 ans après l'adoption du protocole de Montréal, le trou observé sur la couche d'ozone n'est toujours pas totalement fermé. Les activités humaines freinent l'action. Vous voyez cette bouteille, c'est bien inscrit R600A. Mais avec notre identificateur de flux frigorigène, on contrôle. On peut trouver R22 inscrit. C'est-à-dire que le produit qui est à l'intérieur n'est pas le produit qu'on affiche. Mais le frigoriste qui va acheter ce gaz, chaque gaz avec son équipement. Il n'a pas cet appareil pour vérifier. C'est pour ça qu'on doit renforcer le contrôle. C'est pour ça qu'on ne doit plus permettre aux gens de commercialiser ce produit sans agrément. Le ministère du cadre de vie, à travers le point focal ozone, mène la veille un combat de longue haleine pour protéger la couche, réduire l'émission du gaz à effet de serre. Un combat difficile. Et puis on va passer à présent à un combat qui se gagne progressivement. Une bonne nouvelle au centre de prise en charge d'Alada contre le Covid. Plusieurs patients en sortent guéris. Dans la journée du 14 septembre, 7 malades ont fini avec succès les soins et sont rentrés chez eux. Koudous Abdoulaye a vu certains embarquer. Reportage. La joie de s'être tiré des griffes du coronavirus. Sarah, à la soixantaine environ, sans aucun antécédent, n'est pas vaccinée, comme la quasi-totalité des patients reçus dans ce centre d'Alada. Mais après cette malheureuse expérience, elle accepte de recevoir le sérum anti-Covid. Je n'ai pas fait la vaccination. J'accepte de la faire maintenant. Cette femme enceinte a également fini son traitement avec succès. Elle décide enfin de franchir le pas de la vaccination. J'ai suivi tous les traitements et ça va, mais dès que le délai est propice, je le ferai.
des patients qui rentrent chez eux, guéris du coronavirus. Un exploit que réalisent chaque jour les médecins du centre de prise en charge d'Alada, toujours aux petits soins pour les malades. Cette bonne nouvelle ne doit pas faire tomber les gestes barrières et la prudence. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa fabrication, à sa livraison. Bonsoir chez vous.